On laisse le choix aux gens entre est-ce que vous voulez avoir le contrôle de votre vie ou est-ce que vous voulez être soumis aux autres. Je pense qu'à part les masos, 99% diront bah, évidemment que je veux avoir le contrôle. Quand on vient de gauche, j'allais dire la vraie gauche, notre ligne rouge, c'est la société doit tendre à faire que le dernier de cordée, comme dit le président de la République, puisse vivre dignement de son travail. Personne n'a envie d'être dépendant du reste du monde. Il y a une convergence forte sur une figure qui est fort appréciée ici, en particulier par Michel Onfray, qui est le général de Gaulle. C'est lui qui parlait d'ordre, mais aussi de progrès. Puis la France, c'est pas de gauche, la France, c'est pas de droite, la France, c'est autre chose. Souverainiste, autarcique, un peu fasciste peut-être, voire climato-sceptique, tout ça, c'est une espèce de coin un peu obscur pour désigner le mal, vu depuis le cercle de la raison qui gouverne ce pays depuis 40 ans et qui nous a menés dans la situation qu'on connaît. Il y a un vrai souci de cette Union européenne qui est comme une machine qui tourne de plus en plus vite avant d'exploser. Ceux qui pendant des années ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, comprenant le vent de l'histoire, sont en train d'essayer de s'acheter des brevets de souveraineté comme les résistants de 1946. Clairement, on s'attaque à ce qui était un des derniers précarés de la France, qui était la géopolitique. J'ai toujours été stupéfait des gens qui ne veulent pas savoir. C'est comme Brassens, il disait mourir pour des idées mais de mort lente. Voilà. On s'est trompé d'idée. Alors, depuis quelques années, au fil des différentes crises, la notion de souveraineté progresse au sein de l'opinion publique et nourrit de nombreux débats. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnalités politiques souverainistes, donc Georges Kuzmanovic, président de République souveraine, Bonjour. et Julien Aubert, vice-président des Républicains et président du mouvement Osez la France. Bonjour. Alors, le 23 et le 24 septembre, vous organisez à Nîmes les rencontres de la souveraineté. De nombreux intervenants bien connus de nos colonnes Front Populaire, mais bien d'autres y participeront. Alors, je peux citer Régis de Castelnau, Charles-Henri Gallois, Guillaume Bigot et comme je l'ai dit, bien d'autres. Quelle est pour vous l'ambition de ces deux journées ? Bien, l'ambition déjà, c'est d'organiser quelque chose qui ne s'organise nulle part. On parle beaucoup de démocratie, on parle beaucoup de débat d'idées, et le débat d'idées a déserté à la fois les plateaux de télévision, où on réagit essentiellement sur l'instant et pas sur le temps long, a déserté un grand nombre de partis politiques. Et j'ai trouvé, pour ma part, qu'il était intéressant, pour la première fois, d'organiser un événement avec un mouvement qui se réclame aussi de la souveraineté. Je n'aime pas trop le mot de souverainiste, mais de la souveraineté, plutôt venu de la gauche, même si c'est un peu caricatural, parce qu'il y a aussi des gens de droite. Et le nôtre, plutôt venu de la droite, mais c'est aussi un peu caricatural, puisque nous avons également des gens de gauche. Et de voir, sur un certain nombre de sujets relatifs à l'Europe, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rapproche, et est-ce qu'on est capable, en fait, d'élaborer des diagnostics communs. Donc déjà, pour moi, c'est un temps de débat très important, à l'aube d'une année particulière. Nous avons évidemment choisi l'Europe, parce que la question de la souveraineté est liée à l'Europe, et que 2024 sera une année d'élection européenne. Est-ce qu'il y a des sujets, pouvez-nous dire quels sont les sujets qui seront abordés, quels sont les grands sujets ? Oui, mais sur la question précédente, c'est aussi une question de méthode. Nous avons commémoré ensemble et avec d'autres le 80e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance, où la France, dans un moment difficile, avait fait l'effort de mettre de côté les allégeances politiques des uns et des autres et de réunir des gens très 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 différents dans le cadre du Conseil national de la résistance pour penser la France de demain après la guerre. Or, c'est un peu cette idée qui nous anime, même si nous ne sommes pas dans un conflit avec notre voisin allemand, ça nous a quand même envahi 3 fois dans notre passé récent, pour justement faire se rencontrer des gens qui viennent de gauche, de droite, ou de nulle part. Et ça fait un peu écho, cette méthode fait un peu écho à Front Populaire. Je pense que les lecteurs et les auditeurs de Front Populaire, ils seront sensibles. Donc je me permets de les inviter spécifiquement, puisqu'ils me lisent de temps en temps dans les colonnes, à venir s'inscrire. Il y a encore quelques places pour ceux qui seraient dans la région de Nîmes, à ces rencontres de la souveraineté. Et puis en plus, il y a un TGV. Hein. En plus, il y a un Donc ceux qui TGV. habitent pas Nîmes peuvent quand Et même même le venir. bus. Les bus, grâce à notre cher président Emmanuel Macron. Et puis ça sera le 23-24, il fera très beau à Nîmes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion aussi de visiter une très belle ville qui plonge ses racines dans la Rome antique. Alors maintenant, pour répondre à votre question, eh bien, nous abordons les sujets. On est d'accord sur un constat, c'est qu'il y a un problème
général, qui est celui de l'abandon de la souveraineté de la France dans tous les domaines. Or, on va séquencer les sujets en l'abordant sous l'angle de la souveraineté et comment la reconquérir. C'est-à-dire comment décider en propre des politiques que nous voulons mener pour notre pays. Donc nous allons parler d'agriculture, qui est dans une situation assez tragique, comme on a pu l'aborder justement dans les colonnes de Front Populaire, l'industrie et la réindustrialisation, l'énergie, dont Julien Aubert est un spécialiste et qui animera le débat avec un panel extraordinaire. Alors, on aura Yves Bréchet, Formidable. tout le monde a adoré son passage à l'Assemblée nationale, entre autres intervenants, Nicolas Meillan, Fabien Bouglet, qui sort un livre d'ailleurs sur la trahison énergétique mondiale. Nous avons un débat sur la place de la France dans le monde, donc ce sera plutôt des questions d'ordre géopolitique et de projection stratégique, très, très gaullien, je pense. Nous avons un débat sur l'Europe. L'Europe des frontières. L'Europe des frontières. Alors, il y en a un sur les frontières, sur les menaces extérieures. Nous en avons un sur l'Europe en proprement parler, avec, en commençant, en abordant la question sous l'angle de la présidence von der Leyen. Qu'est-ce qu'il en ressort? Nous avons un débat sur l'ordre républicain, le retour à l'ordre républicain. On a vu combien cet ordre républicain, ces derniers temps, a été fragilisé, et qu'on a du mal à reconquérir l'ordre dans certains de nos quartiers. Est-ce que j'oublie un débat? On a un débat sur la souveraineté populaire, avec notamment des gens comme François Boulot. Je crois qu'il est sur ce débat-là. Il y a François Boulot, Stéphane Rosès, voilà. Charlotte Girard, qui était une ancienne de la France Insoumise, qui était responsable du programme. Sur les questions européennes, on aura Nicolas Dupont-Aignan, par exemple. Oui, on a un spectre quand même très très large. Alors, pas des gens qui seront nécessairement... Voilà, c'est à peu près le seul événement où vous allez trouver Nicolas Dupont-Aignan et Charlotte Girard, où vous allez trouver François Boulot, l'ancien Gilets jaunes, et Yves Perrier, l'ancien président du Conseil de surveillance d'Amundi, président d'Edmond Rothschild. Donc, c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un événement politique, il y a des hommes et des femmes politiques, de droite comme de gauche, Valérie Boyer, par exemple, qui est vice-présidente d'Oser la France. Il y a François Coq. Il y a des gens qui viennent plutôt du monde intellectuel, qu'on a cité. Des gens qui viennent, c'est beaucoup plus rare dans les éléments politiques, qui viennent je dirais, du monde de l'entreprise. Ils sont des investisseurs, parce que quand on parle d'économie, c'est aussi bien d'avoir, quand on parle de l'euro, puisqu'on a aussi une table ronde sur l'euro, c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue de gens qui sont dans la finance ou dans le secteur productif. Et donc, voilà, ça en fait un événement un peu ornithorynque, je dirais, mais qui fait son charme et qui a vocation à être quelque part unique, parce que cette rencontre, nous l'avons voulu en cette année particulière, en ce moment particulier. Je crois qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de richesse à en attendre. Alors, quand je parlais de Front Populaire, c'est vraiment dommage que Michel Onfray ne puisse pas y participer. Il aurait dû, mais voilà, les circonstances font qu'il ne peut pas en être, parce que c'est vraiment la même logique qui anime Front Populaire, et qui a été beaucoup critiqué pour cela, mais nous pensons que c'est intéressant, et bien évidemment, tous ces gens-là ne vont pas être d'accord sur tout un tas de sujets, mais il est intéressant de voir sur quoi ils peuvent être d'accord, et quel est le dénominateur commun, éventuellement, qui peut émerger, où peuvent se réunir des gens différents qui ont chacun selon son angle, chacun à sa manière, l'amour de notre pays, la France. Et comme je suis sûr que Michel Onfray regarde cette émission, je lui rappellerai ce qu'il y a à l'entrée de la Comédie Française, où il y a le buste de Molière, et il y a marqué « Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre ». Écoutez, il sera juge. Je vais m'attarder sur le plan politique, parce qu'il y a un invité politique, on va dire, souverainiste, en plus, donc Nicolas Dupont-Aignan, on peut aussi rappeler Charles-Henri Gallois, mais il y a aussi des absents. Alors vous me voyez me dire, parmi les grands candidats souverainistes les plus connus, on va dire, vous avez Florian Philippot, vous avez François Asselineau, pardonnez-moi, je cherchais son prénom. Mais j'ai même envie de dire, est-ce que vous avez également songé à inviter des personnalités plus périphériques? Je pense Fabien Roussel, Éric Zemmour, un ou deux membres du Rassemblement national, je n'en sais rien. Voilà. Alors d'abord,
la difficulté de ce genre d'événement, c'est qu'il faut une diversité politique, mais comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, ce n'est pas qu'un événement politique. Ça veut dire que sur les tables rondes, on ne voulait pas avoir 5-6 personnes venant du monde politique. Sinon, ça aurait changé aussi la manière de vivre cet événement. Deuxièmement, c'est un événement organisé par 2 mouvements, donc il y a, je dirais, une forme de consensus à trouver sur les listes d'invités. Et en même temps, c'est je dirais, un événement ouvert à tous. Nous n'en avons pas la propriété, même si nous l'organisons, ce qui veut dire que les gens qui ne sont pas forcément invités, je dirais, au titre de prise de parole, sont tout à fait les bienvenus. Troisièmement, il y a un choix tacite. La première question qui se pose effectivement pour des mouvements qui se réclament de la souveraineté, c'est la question du Frexit. Et nous n'avons pas souhaité, je dirais, ouvrir ce débat. Moi-même, je ne suis pas très favorable au Frexit. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un débat, mais ça veut dire qu'il aurait fallu lui consacrer une table ronde entière. Et en tout cas, moi, je préférais me focaliser sur des sujets, je dirais, plus tangibles que la question plus juridique du Frexit. Et donc, effectivement, les représentants de mouvements souverainistes qui sont officiellement pour le Frexit n'ont pas forcément été effectivement conviés, un tutu personnel, mais je le répète, c'est un événement ouvert à tous. Et ensuite, nous n'avons pas voulu, l'idée c'était quand même de faire venir des gens qui, je dirais, ne se retrouvent pas aujourd'hui au Rassemblement national, ne se retrouvent pas dans le macronisme. C'est un peu les 2 grandes bornes que nous avons mises et qui brassent beaucoup de monde déjà. Voilà. Et nous arrivons à une liste assez longue de 40-45 personnes. Donc effectivement, vous allez trouver, je dirais, peut-être des absents. Maintenant, mettons les pieds dans le plat. J'ai organisé, moi, il y a 2 ans, les universités d'été d'Oser la France. Éric Zemmour, à un moment donné, pouvait venir, mais ça change la nature. C'est-à-dire qu'on fait venir Éric Zemmour à un tel événement, on sait très bien qu'on ne parlera pas de souveraineté, on parlera de savoir si Éric Zemmour ne fait pas la jonction avec différents mouvements. Or, moi, il y a un message politique que je veux porter, et il y a un message politique que je ne veux pas porter parce que ce n'est pas le chemin que j'entends mener. Et donc, pour ce qui me concerne, ça explique pourquoi, effectivement, je n'ai pas forcément plaidé pour qu'Éric Zemmour soit présent à cet événement. D'accord. Okay. Mais je précise qu'à Oser la France, l'un de mes vice-présidents est sénateur Reconquête, et que nous avons une partie de nos membres qui sont également chez Reconquête, ce qui prouve que ce n'est pas un sujet d'ostracisation ou quoi que ce soit. Hein. Il y aura des gens qui, par ailleurs, peuvent être adhérents dans d'autres mouvements politiques, puisque Oser la France est un mouvement en fait très transverse. Puis il y a des gens, parmi ceux que vous avez cités, je pense à M. Asselineau, qui a annoncé qu'il n'acceptait qu'une trajectoire individuelle et qu'il fallait se ranger sous sa bannière. Donc c'est pas du tout la méthode dont vous avez parlé. Voilà, c'est son choix, mais, fort bien. Par ailleurs, moi personnellement et le mouvement que je préside, République Souveraine, nous sommes attachés à une forme de rationalité scientifique qui compte et qui a fait la France. Et je trouve que nous sommes dans une période où, influencés par les États-Unis, nous avons les 2 bords, que ce soit, je pense au créationnisme aux États-Unis ou au refus de la biologie chez les gens supposés de gauche, un grave problème par rapport à la science qui s'est vu, non pas que les critiques faites à la manière dont a été organisée la vaccination et les carabistouilles entre Mme von der Leyen et Pfizer ne doivent pas être enquêtées, elles doivent être enquêtées. Je regrette que ce soit le New York Times et même pas un Européen ou un journal européen qui le fasse. Mais certains sont partis trop dans un délire qui les cornérise et surtout qui, je pense, ne permet pas d'aborder d'autres questions de manière rationnelle, mais sous l'effet de la foi, de voir ces désirs devenir réalité en opposition complète à la science. Maintenant, j'ajoute qu'il y a des personnalités que nous aurions pu avoir sur les tables rondes. Je pense par exemple à quelqu'un d'éminemment respectable comme Dominique Jamais, ou d'autres personnalités. Maintenant, il ne vous aura pas échappé à la lecture du programme que moi-même, qui organise l'événement, j'ai choisi de me limiter au discours final. Vous voyez, donc on est obligé, si vous voulez, pour faire de la place, et il a fallu faire des choix, et à un moment donné, quand vous faites une table ronde sur l'euro, ou quand vous faites une table ronde sur l'agriculture, vous choisissez d'abord des gens qui sont spécialistes de ce sujet, parce que c'est ça qui va faire la plus-value d'une table ronde. Les généralistes, effectivement, on les a mis plutôt sur des plénières,
et nous avons très peu de plénières. Voilà. Mais évidemment, moi, je tiens à apporter toutes mes salutations sympathiques à tous ceux qui auraient pu se reconnaître, je dirais, dans la liste de nos invités. Ils sont les bienvenus et évidemment, si on avait eu 4 jours, peut-être qu'effectivement, on aurait pu avoir plus d'invités, mais les finances sont ce qu'elles sont. Et organiser déjà un tel événement est déjà en soi une gageure parce que c'est compliqué. On ne vit pas sur place, nous avons 2 mouvements. Nous ne sommes pas des mouvements, je dirais, qui bénéficient de millions d'euros d'aide publique. Donc il faut le comprendre aussi que nous faisons avec les moyens que nous avons. C'est assez formidable. Ce qu'il y aura à Nîmes est assez formidable. Avec les moyens, c'est-à-dire beaucoup d'huile de coude, beaucoup de travail militant. Le programme est alléchant, je le confirme. J'invite tout le monde à aller le voir. Il est présent sur le site internet de... Alors, il y a un site internet, je dirais, dédié à l'événement, Rencontre Souveraineté. Puis ensuite, vous le trouvez sur les mouvements, sur les 2 plateformes de nos mouvements respectifs, Oser la France, République Souveraine, avec des billetteries. Il y a 2 billetteries. Alors si vous êtes adhérent d'un de nos 2 mouvements, il faut aller évidemment gérer sur la billetterie parce que vous avez une réduction. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, il faut vous adresser à l'une ou l'autre, sachant qu'il y a un tarif évidemment différencié suivant que vous êtes membre ou pas membre. Alors, je vous propose d'aborder maintenant un autre sujet. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous voit organiser, ou en tout cas présent à des mêmes manifestations, co-organiser des événements également. Alors, est-ce qu'il y a une petite arrière-pensée politique à l'approche des européennes ? Il y a des élections européennes qui arrivent. Maintenant, je suis président d'un mouvement politique qui déborde largement du champ des Républicains, puisque vous avez des gens de gauche, des gens d'autres partis politiques. Mais je suis aussi vice-président des Républicains. Et les Républicains présenteront une liste. Et moi, je suis quelqu'un qui, d'abord, est marqué par la loyauté et ensuite par le souci des idées. C'est-à-dire que ce qui a toujours justifié ma cohérence de démarche, c'est de savoir si je défends, à travers le parti auquel j'appartiens, mes idées, et mes idées sont celles de la souveraineté. Donc il y a une envie de ne pas se limiter, de ne pas s'enfermer, mais pour moi, cet événement, c'est d'abord un endroit de débat pour mieux se connaître, et je dirais, il ne faut pas penser à court terme. Effectivement, vous avez les européennes, mais les européennes, c'est un peu... alors pour nous, hommes de la souveraineté, femmes de la souveraineté, c'est un moment important, mais en réalité, le vrai problème de notre pays, c'est le macronisme qui prospère sur cette dualité avec Marine Le Pen, et qui fait que 4 ans avant, on vous explique que de toute manière, il va falloir faire une primaire de tous ceux qui ne sont pas Le Pen pour choisir à pile ou face celui qui aura la chance de se retrouver face à Marine Le Pen pour être élu président de la République. Moi, ça me pose une vraie question de démocratie, et c'est pour ça qu'à travers toutes ces forces éparpillées, c'est important de discuter pour voir au-delà des frontières partisanes si en réalité il y a des vrais fossés de divergence ou s'il y a des convergences. Sur les points justement de divergence, ça m'intéresse parce que j'imagine que vous discutez entre vous. Clairement, vous êtes Georges, vous êtes un homme de gauche. Julien, vous êtes un homme de droite. Pardonnez-moi, je vous ai appelé par vos prénoms. Quels sont-ils et à quel point sont-ils indépassables ? Ça rejoint votre question précédente. Je vous parlais de méthode. Je suis, moi, je crois quelques autres, et peut-être Julien, sûrement, convaincu que la vieille stratégie de regroupement des partis de gauche à gauche et des partis de droite à droite a vécu. Surtout si on est face à 2 vortex que sont le macronisme, c'est-à-dire cette capacité des néolibéraux atlantistes qui préfèrent le privé au public, l'Union européenne à la France, est capable de fédérer des gens au passé de gauche et de droite, plus l'autre vortex politique qui est le Rassemblement national, c'est suicidaire, ça ne conduira à rien à part avoir quelques postes ici et là. Je me permets juste d'interrompre parce que ni l'un ni l'autre ne parlait de la LFI ou de la NUPES. Si, je pensais, mais là, ce que je décris, c'est la LFI. Et j'allais justement dire, moi, je viens de gauche, je suis de gauche, mais il y avait une tentative avec Jean-Luc Mélenchon en 2017, ça s'appelait la France Insoumise, dont on a entendu les échos avec Arnaud Montebourg pendant sa campagne, où justement il y avait cette tentative, mais le problème c'est pas gauche-droite, c'était eux et nous. Eux, c'est ceux qui détestent la France, et puis nous, le peuple, dans sa diversité. Vision populiste.
était critiqué. Et d'ailleurs, il y a eu des rapprochements autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon en 2017, qui n'ont pas du tout été là en 2022, puisqu'il a fait un autre choix. En 2018, il a fait le choix du rassemblement à gauche. Bon. C'est très bien électoralement, c'est très bien pour vivre, mais c'est suicidaire pour prendre le pouvoir et remettre la France sur les bons rails, ce qui n'est pas le cas. C'est difficile, Julien l'a dit, parce qu'on n'est pas nécessairement d'accord sur tout, les traditions sont différentes, les rapports au monde sont différents, parfois il y a des... C'est la question, votre deuxième question, il y a des clashs. Et bien je crois que justement cette méthode, c'est que chacun, d'abord on s'écoute, on discute, et on fait un effort et on trace des lignes rouges. Et c'est ça la politique. Mon impression est que quand on vient de gauche, j'allais dire la vraie gauche, celle qui est communément entendue comme la gauche par le peuple, notre ligne rouge, c'est il faut avoir des services publics qui fonctionnent. Et la société doit tendre à faire que le dernier de cordée, comme dit le président de la République, puisse vivre dignement de son travail. Et qu'il ait accès pour ses enfants à l'école républicaine qui fonctionne et aux soins à l'hôpital public. Voilà. Et qu'on répartisse un peu plus justement la richesse générale produite. Ça, c'est de gauche, ça. Et c'est la ligne rouge. On ne peut pas... voilà, on refusera tout le fracassage du service public et une répartition injuste de la richesse produite. Et j'ai l'impression, à droite, il y a une certaine idée de la nation, il y a la volonté de réguler l'immigration, ce qui n'est pas incompatible avec la très gauche dont je parle, et une attention forte portée aux questions de sécurité, qui sont, voilà, on l'a vu récemment, totalement abandonnées par la NUPES, au point ridicule de considérer que les policiers dans leur ensemble sont des sortes de groupes mafieux qui assassinent les gens. En tout cas, pour ce qui me concerne, je dirais que nous avons effectivement une sensibilité plus forte à la question de l'identité et au malaise. Et en fait, dans les questions, si vous voulez, que je me pose en venant à un tel événement, il y a, je dirais, le sujet de l'islam en France, qui est un sujet compliqué, très compliqué, sur lequel la gauche a longtemps, on voit bien qu'elle hésite, elle est écartelée. Et qui à droite est un sujet, notamment en relation à l'assimilation et la question de l'identité, un sujet fort, et à la laïcité. Il y a deuxièmement, alors moi je viens d'une droite gaulliste qui est très favorable au service public, et en même temps qui est libérale au sens, je dirais, où nous croyons en la libre entreprise et à l'économie de marché. Pas à la société de marché, mais à l'économie de marché. Après, je suis convaincu qu'on doit aller plus loin dans le partage de la valeur ajoutée, mais on a une épée de Damoclès qui est qu'effectivement nos comptes sont dégradés, qu'on vit au-dessus de nos moyens, que nous avons un système social qui arrive au bout de souffle et qui va finir par craquer. Et donc, la vraie question derrière, qui se pose pas seulement avec nos collègues de la République souveraine, mais qui se pose partout, c'est de dire comment est-ce qu'on garantit un modèle social avec des services publics, tout en faisant les efforts nécessaires pour le sauver. Et ça, c'est une vraie question, non pas tant d'ailleurs de l'objectif, mais de la méthode. C'est un sujet aussi qui serait intéressant, et parce que la manière dont finalement les autres réfléchissent permet parfois de nous aider à hiérarchiser nous-mêmes ce que nous voulons. La droite n'est pas exempte, si vous voulez, d'incohérence, puisqu'elle est capable, dans un même programme, de vous dire on va couper l'administration administrante, et en même temps, on va rajouter des policiers, on va rajouter des dépenses publiques, on va mieux aider les gens. On ne voit pas très bien, si vous voulez, où est-ce qu'on fait les économies. Voilà. Donc ces questions-là, je crois qu'elles méritent d'être percées, d'être creusées, pour voir si effectivement on peut aussi s'enrichir mutuellement, et puis s'il y a des convergences ou des divergences, ce que vous appeliez les fossés, on ne peut pas combler. Et je crois qu'il y a une convergence forte sur une figure, les figures les plus importantes, qui est fort appréciée ici, en particulier par Michel Onfray, qui est le général de Gaulle, et qui n'est pas de gauche, hein. Il a commencé royaliste, si je ne me trompe pas, et c'est la grande figure de droite. Mais en fait, c'est une des grandes figures des Français. Car quand on regarde ses propositions comme la participation, il serait très à gauche du Parti Socialiste. Hein. Rien qu'avec cette proposition. Il était attaché au social. C'est lui qui parlait d'ordre, mais aussi de progrès. Et puis la France, c'est pas de gauche, la France, c'est pas de droite, la France, c'est autre chose.
où on a des points communs très forts sur la vision qu'on appelle ça, allez, une sorte de gaullisme un peu mythifié, mais assez proche de la réalité sur la place de la France dans le monde, quelle doit être notre armée, quelle doit être notre attitude par rapport aux grandes puissances, et même sur la construction européenne, parce que tout à l'heure Julien disait qu'il n'était pas spécialement pour le Frexit. C'est toujours très difficile à expliquer parce qu'on vous demande oui, non. Ah oui, non, c'est oui ou non. Mais moi, je ne suis pas pour le Frexit, moi je suis pour que cette Union européenne disparaisse. Mon modèle de partenariat avec les pays européens, c'est le traité de l'Élysée, dont n'a rien à voir avec la construction actuelle de cette Union européenne. Je vous rappelle, le traité de l'Élysée, De Gaulle a eu l'accord d'Adenauer, et il souhaitait que rien ne soit inscrit concernant les États-Unis, l'OTAN ni le GATT. C'était avant le passage au Bundestag. Voilà, avant le passage au Bundestag, alors, mon Dieu, nos amis américains de Washington vont être effrayés, ils ont tout remis. Les États-Unis, l'OTAN, le GATT. Alors, le GATT, c'était l'ancien acronyme pour l'OMC, ce qui est devenu l'OMC. Et là, je pense qu'il y a des accords qui peuvent être faits parce que des gens qui étaient de gauche et qui n'avaient pas de Gaulle parce que s'il était une figure de droite, quand on regarde en arrière, on se dit ouais, quand même, bon, c'était un pays capitaliste, mais avec une sécurité sociale, une école, un hôpital qui était vu comme le meilleur et qui était le meilleur au monde. Et puis on a fait quand même le nucléaire, et puis on est devenu une nation cadre spatiale, et puis on a fait le Concorde, et puis ceci, et puis cela. C'était finalement pas mal, non? Voilà. Et c'est un peu ça l'idée. Une idée qui aurait une idéologie basée sur la souveraineté est pour moi aussi atypique que si on disait qu'il y avait des gens qui avaient une idéologie de l'esclavage. Personne n'a envie d'être dépendant du reste du monde. On laisse le choix aux gens entre est-ce que vous voulez avoir le contrôle de votre vie ou est-ce que vous voulez être soumis aux autres. Je pense qu'à part les masos, 99% diront évidemment que je veux avoir le contrôle. Il y a un vrai souci de cette Union européenne qui est comme une machine qui tourne de plus en plus vite avant d'exploser. Je pense qu'en fait la bataille sur le fond a été gagnée. Ceux qui pendant des années ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, comprenant le vent de l'histoire, sont en train d'essayer de s'acheter des brevets de souveraineté comme les résistants de 1946. Clairement, on s'attaque à ce qui était un des derniers précarés de la France, qui était la géopolitique. C'est un vrai problème démocratique derrière. On ne sait plus qui est responsable. Et l'enchevêtrement de la prise de décision fait que le citoyen n'y comprenant rien finit par lever le drapeau blanc en disant de toute façon je ne comprends pas donc j'arrête de voter.